Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série intitulée Expression de ma vérité. Série consacrée à l'impact de la médiumnité. Alors cet épisode-là sera autour de mon quotidien, mais voilà, que ce que la médiumnité peut changer globalement dans nos vies. Et j'ai choisi, et je le répéterai sur chaque épisode de la série, cet intitulé d'expression de ma vérité, dans la mesure où je suis intimement convaincue qu'il y a autant de manières de vivre cette médiumnité qu'il existe d'individus sur Terre. Donc, à mon sens, il n'y a pas de vérité universelle, mais ici, moi, je te partage la mienne, dans laquelle tu pourras parfois te retrouver, parfois pas du tout. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait la richesse de nos expériences, c'est d'avoir ces points de regard multiples sur des choses qui nous sont avant tout communes. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ce fil invisible qui accompagne mes journées, cette médiumnité, qui n'est à mon sens pas un don qui est posé en marge de ma vie, mais qui est une présence discrète et constante, une reliance. Cette médiumnité, elle colore mes choix, elle colore mes rencontres. Parfois, elle me bouscule et puis parfois, elle me porte avec beaucoup de douceur et elle me donne beaucoup de confiance. Je vais te montrer ici l'envers du décor, ce que ce sens exige de moi et comment j'en fais une force, un élan plutôt qu'un poids. Et si tu t'es déjà demandé comment on vit avec ce canal ouvert, écoute, reste avec moi. Je vais t'ouvrir un peu de mon univers entre ombre et lumière. Alors comme je te le dis à l'instant, c'est pas un don magique pour moi, mais quand je parle d'état de présence et de présence constante, j'associe ça à ce terme, le flow, tel qu'on l'appelle, et que j'ai choisi d'associer à mon prénom dans mes surnoms Instagram, de podcast. C'est la raison pour laquelle je dis Virginie dans le flow. Parce que en fait c'est un flow constant, que je peux écouter ou ne pas écouter, mais plus mon expérience va grandissante, plus je pense qu'il est sage de toujours l'écouter. Donc plus le temps passe, plus je dirais que j'accorde de l'importance à ce que je ressens dans cette présence-là. Et c'est un état du coup d'ouverture au monde subtil. Et le monde subtil, je le décline au pluriel. Parce qu'il y a une infinité de mondes subtils, il y a une infinité de vibrations qui ne se rattachent pas toutes au même niveau. Pour te donner un bref exemple, il y a les connexions aux défunts qui appartient à une vibration de la médiumnité. Les mémoires des lieux, qui appartient à une autre vibration, l'expression de l'âme, qui appartient encore à une autre vibration, la communication animale, qui fait aussi partie des attributs de la médiumnité, connectée encore à une autre vibration, la communication végétale, qui est une de mes plus récentes expériences, qui fait aussi partie d'une autre vibration, et en fait c'est comme un faisceau de vibrations, auxquels nous allons être tous plus ou moins sensibles. Alors certains sont des experts sur certaines vibrations, d'autres vont butiner d'une vibration à l'autre, mais les avoir toutes comme une palette de couleurs en fait, avec laquelle on s'apprêterait à faire un tableau. Et on choisit à quelle fibre nous allons nous connecter selon les besoins, selon les questions, selon les préoccupations aussi qui nous animent. Alors au quotidien, comment ça se manifeste ? Alors là, tu ne vas pas avoir de surprise parce que tu as très probablement les mêmes manifestations médiumniques que moi dans ce que je vais t'expliquer ici. Déjà en premier plan, les rêves. J'accorde beaucoup d'importance aux rêves. Alors je peux me le permettre dans la mesure où je ne suis pas une grande rêveuse, contrairement à une idée reçue. Mes rêves sont plutôt rares, mais lorsqu'ils interviennent, nécessairement je leur accorde un peu de temps et d'attention pour aller les décrypter, les comprendre et saisir le message subtil qui se cache ici. Alors tous ne sont pas faciles à lire, parfois certains me donnent vraiment du fil à retordre et je mets du temps à comprendre, parfois même en y accordant du temps, je ne les comprends pas. Et c'est souvent mes expériences de vie qui vont me rattraper et me mettre la lumière sur ce que je n'ai pas compris dans la nuit. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris à
à gérer. Je suis quand même animée en général par une grande exigence de compréhension. Mais quand je suis embutée, quand vraiment je ne trouve pas d'issue, j'adopte de plus en plus la sagesse de me dire mais écoute, tu comprendras à un moment ou à un autre. Et ça, ce n'est pas valable que pour les rêves, hein. C'est valable un petit peu pour tout dans ma vie, toutes les questions sur lesquelles je bute. À un moment ou à un autre, j'arrive à présent à faire preuve de sagesse et de me dire, bon écoute, laisse le dossier ici. Si tu n'as pas la réponse et que tu n'es pas prête à la recevoir, donc tu la recevras quand tu seras prête. Et je laisse l'univers agir. Autre expression, les synchronicités, là aussi, tu en rencontres très certainement. C'est pour moi l'équivalent d'une petite tape sur l'épaule que nous fait l'univers en disant, dis donc, t'as regardé le dossier là T'es au courant de ce qui se passe par ici? T'as peut-être encore des choses à comprendre et des choses à creuser. Alors attention, dans certains cadres, les synchronicités, je trouve que ça peut être un peu un chose-trappe, hein, entre ce que nous avons envie de comprendre de synchronicité et ce qui est réellement en train de nous être passé comme information. Parfois, il y a un sacré gap. En général, j'aime remettre le voile de la neutralité, c'est-à-dire que les synchronicités ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont informatives. Et dans ce sens-là, en ce qui me concerne en tout cas, j'évite d'aller nourrir les salades ou les histoires personnelles que moi j'aurais envie de me raconter. Autre manifestation du quotidien, les intuitions fulgurantes, c'est-à-dire voilà, alors que je suis plongée dans une autre activité, mais qui est quand même souvent proche de cet état de flow, comme quand je fais la cuisine par exemple, ou même le ménage ou quoi que ce soit d'autre, quand je suis attentive à une tâche et que du coup mon esprit est entièrement ouvert parce que mon mental est absorbé dans la réalisation correcte de la tâche à laquelle je suis consacrée, et bien là je peux avoir des intuitions fulgurantes et tout d'un coup des grandes prises de conscience, des grandes révélations où un chemin se dessine clairement pour moi, vient répondre très clairement à une de mes questions. Donc ça fait partie vraiment des manifestations du quotidien et dont je pense vraiment que tout être humain peut faire l'expérience. Ce que ça implique aussi, c'est que je vais avoir une perception des énergies qui évoluent autour de moi de manière constante. Une perception qui du coup pourra se révéler de temps en temps très fine, de temps en temps pas fine du tout, même un petit peu floue. Et les énergies des lieux, des personnes, des ambiances. J'ai comme ça une forme de... c'est un sixième sens, hein, en tout cas moi j'aime le considérer comme ça, qui va venir colorer un peu plus les endroits dans lesquels je me tiens, les moments de rencontre, les moments de partage. Et ces perceptions des lieux et des ambiances et des personnes, ça m'a quand même demandé un sacré boulot pour réussir à différencier les sources d'émission de ces énergies que je reçois. Pour pouvoir me dire, tiens, non, là, ça, c'est le lieu qui porte ça, ça, c'est la personne qui porte ça. Là, on est sur quelque chose qui concerne le collectif des êtres humains. Là, on est sur quelque chose de singulier qui correspond plutôt à une empreinte familiale. Donc, l'essentiel de mon boulot pour affiner cette médiumnité a été quand même ici de savoir, entre guillemets, qui me parlait, quel type d'énergie était à mon contact. Justement, comme je le disais il y a quelques instants, démêler ces différentes tessitures de vibrations pour savoir les rattacher à une mémoire, à un futur, à un présent, et savoir aussi la classer quelque part, la ranger au bon endroit pour pouvoir m'en servir et en faire une interprétation correcte. Toujours dans cet espace du quotidien, ce que ça peut générer aussi, c'est une surcharge sensorielle à certains moments, alors notamment quand je ne suis pas préparée, quand je n'ai pas anticipé certaines situations, et un brouillage émotionnel qui peut vraiment m'arriver lorsque soit je suis en contact de beaucoup de monde en même temps en n'étant pas préparée.
dans des atmosphères particulières. Il y a des lieux, je pense notamment aussi aux centres commerciaux, quand il y a beaucoup de monde, les foules, les manifestations, les concerts, partout où je ne suis pas préparée surtout à être autant connectée avec autant d'êtres humains. Je peux vraiment avoir ces sentiments de surcharge sensorielle, de brouillage émotionnel, parce que c'est comme si cette antenne parabolique au-dessus de mon crâne captait absolument tous les signaux sans trier. Bon, c'est des moments qui sont plutôt très inconfortables pour moi. Là aussi, l'expérience est à mon service. Plus le temps passe, plus j'arrive à m'isoler sensoriellement de ce qui se passe. Ce qui provoque quelques difficultés parfois, parce que si je suis par exemple avec des amis dans un endroit où il y a beaucoup de monde, mon isolement sensoriel, ce que je me propose comme isolement sensoriel pour pas être trop chamboulée et pas me retrouver mal à l'aise avec ce qui est en train de se passer, peut me faire lâcher prise complètement avec le propos de mes amis. Donc de temps en temps, elle me parle de choses dont je ne me rappelle pas, parce que j'étais un petit peu en court-circuitage. J'étais revenue à l'intérieur de moi pour éviter d'être trop chahutée par les ambiances autour de moi. Alors bon, mes précieuses le savent et elles ne m'en tiennent pas rigueur. Mais voilà, régulièrement, je demande à ce qu'on me rafraîchisse la mémoire sur des faits, sur des échanges qu'on a pu avoir, parce que c'est flou pour moi, parce que l'endroit où j'étais, le moment dans lequel j'étais m'a trop surchargée, et du coup, je me suis mise un peu en fermeture. Ça, tu imagines bien, pas mal de répercussions en fait dans la vie personnelle. Alors au niveau relationnel, bon, je vais pas revenir sur le sujet parce que j'en ai parlé très longuement dans le précédent podcast consacré à cette thématique, mais évidemment que ça influence la communication. Quand je rencontre des gens, bien malgré moi, je vais régulièrement passer sous le masque de l'apparence. C'est-à-dire que je vois ce que l'on me montre et puis en même temps, je capte s'il y a cohérence ou incohérence avec ce que l'on me montre. Et puis après, je peux aller sur différents degrés. Soit je vais aller creuser et je vais aller isoler finalement ce qui est vibrant de cette incohérence-là, et je vais me mettre en capacité de pouvoir le préciser. Soit je vais juste laisser passer, ça va dépendre beaucoup des personnes qui sont en face de moi, et je vais juste me contenter de retenir que j'ai senti cette incohérence-là. Ça joue beaucoup sur la proximité ou la distance que je vais mettre avec les gens. J'ai beaucoup de mal, pour pas dire que ça m'est quasiment impossible, de rentrer en contact intime et de confiance quand je perçois comme ça un certain nombre d'incohérences. Parfois, je peux passer à côté de cette incohérence pendant pas mal de choses. Et je vais t'expliquer, pendant pas mal de temps, pardon. Et je vais t'expliquer dans quelques instants, en fait, pourquoi je peux passer à côté de cette incohérence-là. Autre répercussion, j'ai ce besoin quand même de préserver mon espace personnel, et de trouver toujours l'équilibre en fait entre protection et coupure. À l'image même de l'exemple que je te donne, où quand je suis avec des proches, s'il y a des environnements qui me bousculent beaucoup énergétiquement, je me mets un petit peu en coupe-circuit, en sauvegarde, en fermeture sensorielle, pour ne pas être trop atteinte par ce que je sens autour de moi, et qui n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs à ce moment-là. C'est pas forcément des informations qui me sont utiles. Donc c'est un petit peu comme être comme un funambule en fait, marcher sur un fil ténu, et naviguer correctement entre les besoins nécessaires à toute construction sociale, et en même temps préserver mon essence et mon énergie dans tout ce qui peut être chamboulant autour de moi. L'une des questions d'ailleurs que l'on m'a posée en off sur la répercussion dans la vie personnelle, c'est: est-ce que tu dis ou est-ce que tu tais tes ressentis? Bon, c'est une question qui est quand même très difficile. Alors je sens que j'ai un avion qui passe pas très loin. J'essaie de voir. Bon, je pense qu'il s'éloigne à présent, donc je vais pas couper l'audio, mais ouais, je vais finir de le laisser passer, quoi.
Dire ou taire ses ressentis. En fait, ça c'est une vraie question. Et c'est une question qui est plutôt difficile. Et en fait, là aussi, je passe des conventions avec moi-même. Certaines fois, je vais le dire. Je vais le dire quand ça me semble être le bon moment, quand ça me semble être d'une réelle utilité pour l'autre en face. C'est-à-dire que je vais passer un petit peu au tamis de Platon la question, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est utile et est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis sûre de mon ressenti? Est-ce que c'est juste ce ressenti? Est-ce que je peux le valider intérieurement? Et est-ce qu'il est utile? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Parfois, je vois la finalité d'une action entreprise, que ce soit chez mes clients ou chez mes proches, je vois la fin et je peux de temps en temps percevoir que on va pas être dans les clous, que le résultat va pas être conforme à l'attendu. Mais si chez la personne qui est en face de moi, cet enchaînement d'actions ou cette perception ou cette rencontre ou je ne sais quoi est porteuse d'éléments qui lui permettent à l'instant T d'entrouvrir d'autres portes, de comprendre d'autres choses et d'accéder de façon différente à elle, je vais laisser faire. Si je sens par contre des prévalences de danger vital ou danger sur un équilibre psychique ou quoi que ce soit d'autre, parfois aussi c'est sur des questions matérielles, de prendre des mauvaises options, de faire des choix discutables en fait, d'investissement ou quoi que ce soit. Je vais pas forcément dire ah mais non je sens pas ton truc ou là il me semble que si tu choisis cette option là il va se passer ça et ça. Je procède pas comme ça, c'est que je vais poser une question en fait. Je vais procéder davantage de cette manière-là. Et la personne comprendra ou pas à travers la question de quoi il retourne finalement. Mais c'est pas du tout évident à cet endroit-là. Ici, j'ai un grand travail sur le positionnement de mon ego, entre dire ou taire mes ressentis. Le premier point auquel je me réfère, c'est est-ce que je suis animée par l'envie d'avoir raison ou pas? Si je sens en moi quelque chose qui me dit « Ah non, mais non, je veux avoir le dernier mot, je veux avoir raison », là je suis tranquille, je fais fausse route. Si je veux clôturer à tout prix une conversation, si je veux aller dans l'opposition avec l'autre, mais vraiment, il y a des chances que je fasse des erreurs à cet endroit-là. Donc j'ai appris à me mettre à l'écoute de ça, ce qui ne m'empêche pas de me comporter comme ça de temps en temps, parce que only human, you know. Donc il n'y a pas de Wonder Woman ni de Superman dans ce monde. De temps en temps, on est aussi rattrapé par nos charges égotiques. Et moi aussi, évidemment, je suis rattrapée par mes charges égotiques. D'ailleurs, ça me permet de faire le pont avec ce que je te disais, c'est quand je passe à travers les masques, quand je lis les incohérences, et que parfois je ne lis pas ces incohérences, que je ne les dépiste pas. Si je ne les dépiste pas, il y a de fortes chances que mon ego soit passé par là. Est-ce que j'ai été flattée sans m'en rendre compte par un propos et du coup je fais le choix de croire à la flatterie, mais si je fais le choix de croire à la flatterie, je ne peux pas observer l'incohérence, sinon je comprends qu'il s'agit de flatterie et que le compliment éventuel que j'ai reçu, il n'est pas fondé. Mais de temps en temps, j'en ai quand même besoin. De temps en temps, ça me fait quand même du bien d'entendre des jolies choses sur moi. Donc où est-ce que je suis nourrie, moi, émotionnellement? Où est-ce que j'en suis de mon estime de moi? Et tu le sais, tout est variable dans la vie. Et mon estime de moi, elle est variable aussi. Donc mon ego peut se saisir de phrases douces et tendres et alimentant des zones de moi qui ont besoin d'être regonflées. Et si je suis en confiance et si je donne ma croyance à cet endroit-là, eh bien, il y a de fortes chances que je n'aille pas dépister l'incohérence qui se présente en face de moi. Donc ça, c'est un point essentiel qui m'a joué bien des tours par le passé et qui est susceptible de m'en jouer encore d'ailleurs parce que je n'estime pas être arrivée où que ce soit. La route est encore longue et j'espère qu'elle le sera encore très 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 longue quoi. C'est voilà quelque chose qui est
un peu étrange à manier. Donc parfois, voilà, je suis dans le silence, je ne confie rien du tout de ce que j'ai ressenti. Parfois, au contraire, c'est impérieux chez moi. Il faut que je transmette à la personne en face ce que j'ai capté, ce que j'ai perçu. Mais la majeure partie du temps, je me contente de questions comme, par exemple, ce que je disais dans le précédent podcast où on parle des relations avec mes enfants. Quand je vais commencer à leur dire: est-ce que tu es sûr que tu as bien fait ton cartable pour demain? Je sais qu'il manque quelque chose. Et à eux de se saisir ou pas de cette question, de la prendre en considération et en conscience, et d'aller revérifier peut-être du coup le contenu de leur cartable. Et s'ils ne le font pas, ils arriveront avec du coup un élément manquant dans le nécessaire de leur journée, et ils mettront du coup en place leur zone de responsabilité par rapport à leur âge, par rapport aux expériences de leur croissance. Donc voilà. Et quand on ne se saisit pas de la question, en général, c'est que l'expérience de l'erreur, entre guillemets, a du sens aussi, hein. Donc ça se respecte également. De toute façon, je l'avais l'occasion de le redire encore ce week-end, dans le partage que j'ai pu faire avec quelques belles âmes là, du côté de Padirac et Rocamadour. On ne grandit pas dans du coton. Donc la médiumnité n'est pas là pour aussi protéger à tout craint ou nos proches ou nous-mêmes d'expériences délicates, voire douloureuses. La médiumnité n'est pas là pour ça. La médiumnité est là pour plus nous donner du sens et nous accéder à d'autres compréhensions. Parfois, oui, elle nous protège, mais je ne pense pas que ce soit sa finalité première, quoi. Qu'est-ce que ça propose en fait comme... Ah pardon, parce que j'ai fait un petit plan là, tu comprends bien que sinon je vais pas arriver loin. Mais je crois que j'ai mis mes... Non, c'est bon. Alors, côté vie professionnelle, dans cette médiumnité, qu'est-ce que ça propose? Bon, déjà, c'est quand même mon outil central d'accompagnement. Je m'appuie sur la médiumnité et ensuite, je me sers de l'outil astrologique que j'étudie toujours avec beaucoup d'assiduité. J'ai à cœur de me servir de tout ce que propose cet outil astrologique, ce qui m'encourage à aller toujours doper mes connaissances. Alors pas que dans cet outil, hein, il y en a d'autres, hein, le tarot, la géomancie, ça fait aussi partie de mes outils. Mais ma préférence va en ce moment, parce que c'est variable, à l'astrologie. L'astrologie me permet d'organiser en fait, de faire comme un tri sur les choses et de pouvoir organiser un peu en chapitres ce que je perçois sur la médiumnité. Ça vient me conforter ou ça vient me faire me poser des questions supplémentaires lorsque je suis en train de faire des accompagnements. Ça me permet de naviguer côté professionnel entre guidance intuitive et pragmatisme. Parce que le pragmatisme, j'y tiens. Je ne suis pas du tout quelqu'un de perché au quotidien. J'ai des organisations de journée qui sont assez rigoureuses. J'ai un rapport au temps qui est bien capricorne d'ailleurs. J'ai un rapport au temps particulier. Je considère mon temps comme étant précieux. Parce que non seulement j'ai beaucoup de choses à faire, mais en plus parce que bien voilà, j'ai ce souhait de construire, j'ai ce souhait de bâtir les choses. Une seconde qui m'est donnée est une seconde que je vais investir en fait. C'est peut-être ma donnée la plus précieuse, c'est mon temps en fait. C'est vraiment ça. Et dans cet axe-là de gestion de mon temps, parce que voilà, dans ma manière d'aborder les choses et de faire évoluer ma médiumnité, j'ai des temps d'études qui sont consacrés chaque jour à ces explorations. Donc j'étudie en moyenne 1 heure par jour, en général plutôt très tôt le matin quand je me lève. Je pense que c'est le truc que je déteste le plus, c'est qu'on me fasse perdre mon temps en fait. C'est certainement la chose qui m'irrite au maximum, c'est ce truc de me faire perdre mon temps, de me faire interrompre par les errances
divers et variés que d'autres peuvent de temps en temps venir me poser sur moi. Ce qui nous arrive à tous, mais franchement, je dois dire que ça fait partie des choses qui m'irritent beaucoup parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire et cette guidance intuitive là, elle est au service de la créativité professionnelle dont je fais preuve et elle est aussi au service de la rédaction de mon emploi du temps. J'ai par perception des zones pour lesquelles je sais que voilà, à tel moment de l'année, ça va être intéressant pour moi de me mettre dans le berceau de la créativité. À tel autre moment de l'année, je vais avoir plus de facilité pour mener un peu les défis administratifs ou les combats personnels que j'ai à relever. Il y a des zones renforcées après par la connaissance de l'astrologie qui vont être plus bénéfiques à certains moments qu'à d'autres. D'ailleurs, dans le pack rentrée que j'ai mis en œuvre là, que j'ai proposé comme produit sur cette rentrée de septembre 2025, j'utilise ces attributs-là de la médiumnité et de l'astrologie pour aider mes clients à discerner les bons moments pour poser des actions, les moments qui sont peut-être un peu plus challengeants pour aller porter des projets et au contraire les zones qui vont être plus favorables à des communications. Donc du coup, cette médiumnité, loin de me faire me percher dans mon organisation du quotidien, elle est plutôt en train de contribuer à la possibilité d'avoir une créativité assez intéressante. Et elle me permet aussi d'aller très vite. Je dois quand même bien l'admettre. Elle me permet d'aller très vite dans mes propositions, d'enchaîner assez rapidement les choses parce que je me pose en fait sur ce flot-là, sur cette fluidité et à la manière un peu d'un torrent qui dévale une montagne, je m'embarque là-dessus et au fur et à mesure que je me laisse aller, j'ai les tenants, les aboutissants qui arrivent. C'est assez rare que je me retrouve embutée sur la création de quelque chose. Ça fait même longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Ça ne veut pas dire que ça ne m'arrivera pas, que ça ne m'arrivera plus du tout. Mais en général, quand j'ai quelque chose, non pas qui n'est pas fluide, mais sur lequel, à un moment donné, je me sens dans une impasse de construction, je ne vais pas le sortir, je ne vais pas le proposer. Je ne vais pas aller ici, quoi. En revanche, voilà, quand ça s'enchaîne, en dépit parfois de petits obstacles, mais je vais m'attaquer à ces obstacles-là et je sens tout de suite que l'obstacle a du sens, je vais continuer et je vais persévérer dans cette voie jusqu'à la naissance du dit projet. Donc il y a un lien profond entre la médiumnité et la manière dont j'organise ma vie. Je lui laisse une place. Évidemment, je pense que tous les environnements professionnels ne sont pas tous aussi propices à cette expression-là. Moi, j'ai fait des choix, je me suis engagée avec une forme de prise de risque pour me construire un environnement et personnel et professionnel qui me permettent de fonctionner comme ça. Mais j'ai bien conscience que ce n'est pas partout le cas et dans mes précédents exercices professionnels, ce n'était absolument pas le cas. C'est-à-dire ces environnements où de toute façon on éteint le subtil pour n'avoir que place au pragmatique, au tangible, à la productivité, à la recherche de matérialité. Ça ne me semble pas du tout facile, en tout cas pour moi ça a été extrêmement difficile que de rester en contact avec ma médiumnité en évoluant dans cet environnement professionnel. Ben oui, parce que tu comprends bien qu'il y a des choses qu'on te demande de mettre en place. Et si dès le départ, tu sais que ça part dans le mur, trouver la motivation de faire quelque chose pour lequel tu connais déjà la finalité parce que tu as eu des informations, tu as compris, tu es passé derrière les masques, tu as décodé les stratégies, pas toujours honnêtes d'ailleurs, des gens qui sont en face de toi, c'est pas la peine en fait. Comme je te le disais, je considère que mon temps est précieux et me trouver dans ces situations-là, ça me fait perdre mon temps, puis pas que le mien là en l'occurrence, parce que c'était le temps d'équipe entière qui était perdu dans ces endroits-là. Ça, c'est le côté vie pro, c'est quelque chose de recherche alchimique quand même super particulière.
parce que c'est quand même ici que tu as la concrétisation de ton correct fonctionnement aussi. Hein. Quand tu lances quelque chose et que tu as une rétribution honorable de ce que tu as lancé, eh bien oui, il y a comme une forme de confirmation d'un équilibre qui a été respecté. C'est toujours une balance très subtile, cet équilibre entre rétribution, contribution. Comment tu contribues, comment tu es rétribué. Et qu'est-ce que ça veut dire? Où est le sens par rapport à ça? D'ailleurs, ça fait partie de ce que je peux appeler les bénéfices et les défis intérieurs. La médiumnité au quotidien, ça te donne une conscience du sens. Dans la plus grande partie des situations que je rencontre, elles ont du sens pour moi. Ou si elles ne semblent pas en avoir, je m'interroge, je me pose la question, je cherche le sens. Je vais te donner un exemple qui est complètement en lien avec cet équilibre de rétribution-contribution. Il y a quelques années de ça, j'étais encore sur l'île d'Aix et j'avais organisé un stage. Alors pas tant que ça autour de la spiritualité, mais néanmoins, il y avait quand même des accointances. Et à la fin du stage, une des participantes, du coup, me rétribue et me donne un chèque. Et au moment même où je prends le chèque, je sais que le chèque est en bois, en fait. Je sais qu'il n'y a pas les fonds sur sa trésorerie personnelle et que quand je vais déposer le chèque sera rejeté et que du coup, je ne serai pas payée. Donc, j'ai 2 petites secondes comme ça d'hésitation. Le groupe de stagiaires repart dans le centre du village et tout en rangeant mon atelier, je réfléchis et je me dis bon bah écoute, si ça se confirme que ce chèque est en bois, eh bien finalement pose-toi quand même la question de la qualité de ce que tu as donné ici. Pose-toi la qualité de ta contribution si la rétribution n'est pas à hauteur de ce que tu pensais percevoir. Parce que bon, il y a quand même toujours le frigo à remplir et le toit à conserver sur sa tête. Hein. On n'est pas hors sol. Hein. Il faut quand même garder ça aussi en ligne de mire. Et de ce fait-là, je me suis interrogée, j'ai revu la manière dont j'avais conduit ce stage. Bon, j'avais l'impression d'avoir bien fait les choses. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être des zones en fait, voilà, sur lesquelles j'avais peut-être décroché ou peut-être que j'avais oublié de donner quelques informations majeures. Enfin, ça m'a beaucoup interpellée dans la demi-heure qui a suivi. Puis une fois que j'ai eu fini de ranger mon atelier, je suis redescendue au village et j'ai recroisé du coup cette stagiaire là qui était avec une autre jeune femme qui avait assisté aussi à cette formation. Et donc je les salue et puis elle me dit « Oh ben Virginie, ça tombe bien que je te vois. Écoute, je pense que je dois avoir un problème sur mon compte en banque. Ça t'embête de me redonner le chèque et je te donne de l'argent liquide à la place. » Je ne pourrais pas t'expliquer réellement ce que ça m'a fait comme effet, cette information. Déjà la confirmation que le chèque que j'avais touché n'était pas honorable sur le plan bancaire. Cette confirmation-là m'a fait quand même monter d'un cran sur la confiance que je pouvais avoir dans mes ressentis. Et puis ensuite, je me suis dit, est-ce que sans cette prise de conscience médiumnique-là, est-ce que tu te serais posé la question de si tu avais fait correctement les choses? En l'occurrence, j'étais pas énormément, j'étais pas mécontente de ce que j'avais fait. Mais bon, si je suis pas rétribuée à hauteur de ce que j'ai proposé, il y a peut-être quand même une question de fond qui se pose et face à laquelle je peux peut-être finalement corriger quelque chose. Enfin, tout du moins, j'espère. C'était comme ça que je me suis positionnée. Donc ça fait partie des défis aussi et de ce lien avec le sens. Alors attends, je crois que j'ai perdu encore un papier. Oh là là, c'est pas possible. Si, c'est bon. Voilà. Donc bénéfices et défis intérieurs, tu vois, parfois ça peut se présenter comme ça. Autre défi, on va pas se mentir, c'est la fatigue. La fatigue, c'est un véritable challenge. Il y a des moments de fatigue, des moments d'hypervigilance avec des surcharges émotionnelles. Et en l'occurrence, si je veux être assez efficace dans mes perceptions, j'ai plutôt intérêt à avoir une certaine clarté sur mon état intérieur, à pouvoir lire correctement mes espaces émotionnels à moi, bien les comprendre et savoir où sont aussi mes limites. Il y a un vrai enjeu de fatigue qui rend le sommeil et ma qualité de sommeil
assez central pour moi. Et plus le temps passe, plus je vais être attentive à ça. Alors, c'est pas tant la quantité de sommeil, parce que j'ai quand même plutôt une bonne nature et beaucoup de ressources énergétiques. Donc, il y a des moments de l'année, notamment l'été, où j'ai besoin d'assez peu de temps de sommeil. L'hiver, c'est un petit peu différent, mais ce qui va surtout prévaloir, c'est la qualité de mon sommeil. En général, je rentre très très vite dans le sommeil. Le réveil peut être un petit peu plus compliqué, ça dépend des horaires de réveil. Moi, je suis plus à l'aise en me réveillant très très tôt le matin, entre les 5h30 et les 6h du matin. Ça correspond davantage à un cycle pour moi. Mais de ce fait, plus le temps passe, plus j'ai tendance à me coucher quand même assez tôt, ce qui ne m'empêche pas de faire des exceptions, bien entendu. Mais si je fais des exceptions, je sais que voilà, il va falloir que je réduise la voilure le lendemain, peut-être arbitrer mon emploi du temps de façon différente, pour ne pas manquer de clarté, justement, pour essayer de rester assez lucide. Alors, en dépit de ma volonté sur la lucidité et des informations que me donne la médiumnité, il y a aussi les champs énergétiques, et notamment les champs énergétiques astrologiques, qui peuvent parfois m'encombrer et me donner des lectures ou incomplètes ou erronées, ou que je vais mal interpréter, parce que pour le coup, mes capacités intellectuelles d'interprétation ne seront pas au taquet du fait de cette fatigue-là. À moi de savoir, et j'ai envie de dire que ça, c'est un peu les côtés de mon éthique et de mon exigence professionnelle. À moi de savoir quand est-ce que je suis claire ou pas, en fait. Là, ce week-end, du coup, dans notre excursion entre Padirac et Rocamadour, sur une soirée, l'une des participantes m'a dit « Est-ce que tu nous ferais pas un petit tirage, quelque chose comme ça ?» Et en fait, j'ai refusé. Et je vais te dire pourquoi j'ai refusé. C'est parce que j'ai eu un problème à l'œil droit ce week-end. Et même si j'étais pas en conscience de quelque chose qui pouvait me gêner sur la vision, mon corps le portait. En plus que tant d'éclipses, pardon, mais c'est pas les moments où on y voit le plus clair. Éclipse solaire, il faut quand même, symboliquement parlant, comprendre qu'on est dans un temps sans lumière. Hein. Donc c'est pas le moment le plus extra pour aller se plonger dans des lectures de cet ordre-là. Et donc associé à ce problème à l'œil, non, j'ai dit non. En fait là, je sais que je risque de pas être juste dans ce que je perçois. J'ai un œil qui me pose un problème. Et là, je peux pas faire plus clair en termes de compréhension que effectivement, je n'y vois pas forcément clair. Donc, je préfère décliner que de m'engager là-dedans. Comme parfois, je préfère refuser des personnes en accompagnement parce que je sens qu'on ne parle pas la même langue, qu'on n'est pas connecté de la même manière, et que ça risque d'être ou laborieux, voire même pénible, et je préfère ne pas y aller plutôt que de me confronter à des situations trop compliquées à gérer, qui me feraient, pour le coup, encore une fois, perdre trop de temps. Ça, c'est vraiment le truc central, en fait, chez moi. Sur les rituels et les pratiques que je vais utiliser pour conserver justement cet équilibre à la funambule. Bon, le sommeil, je te l'ai dit, et puis moi surtout, ce qui me fait un bien fou, c'est le calme dans lequel je vis. De pouvoir me connecter à mes arbres, à mes animaux, de pouvoir avoir ces temps de silence, l'observation de la nature, dans laquelle je vais aussi chercher des réponses, surtout en ce qui me concerne. Où je vais aussi, dans mon contact avec l'environnement qui m'entoure, parfois contrôler la qualité de mon alignement. Bon, de façon toute bête, est-ce que lorsque je lance des demandes aux végétaux qui m'entourent, est-ce que mes demandes sont honorées ? Si mes demandes sont honorées, j'en conclus que je suis alignée. Pareil pour la communication avec mes animaux. Si mes animaux ont un certain comportement avec moi, j'en déduis des informations de mon état intérieur et sensoriel. Donc les révélations ainsi apportées ne sont pas toujours agréables à recevoir, mais au moins elles ont le mérite d'être claires. Et ça me permet du coup de savoir à peu près où je me situe et quelle est la qualité des services que je peux proposer. Le gros défi quand même de l'histoire... Ah, j'ai encore un avion.
Le gros défi de l'histoire quand même, c'est le travail sur l'ego. On va pas se mentir. Et justement sur ce que je te disais, sur l'envie d'avoir raison, les besoins de positionnement, l'ego, c'est un défenseur, donc on en a vraiment besoin, mais c'est un défenseur physique et psychique. C'est celui qui te fait penser à mettre ta ceinture de sécurité quand tu montes en voiture. C'est celui qui te dit aussi à un moment donné, ouh là là là, là en face de toi, tu as quelqu'un qui n'est peut-être pas animé par les meilleurs sentiments ou les meilleures recherches. L'ego se pose ici comme warning en fait, et pas comme autre chose. C'est toujours la question de qui pilote finalement. Est-ce que c'est le cœur ou est-ce que c'est l'ego? L'ego, il a une place bien claire et le plus grand boulot pour moi, c'est de le laisser à sa place justement. Qu'il n'en déborde pas et qu'il ne s'efface pas non plus, qu'il soit dans son juste équilibre. Pour moi, la médiumnité, c'est un chemin d'évolution. Alors pour certains, je sais que ça fait très peur. Parce qu'il y a plein de fantasmes autour de tout ça, de voilà, est-ce que c'est dangereux, est-ce que on peut se trouver confronté à des énergies désagréables ou malfaisantes, percevoir des choses qui ne sont pas explicables avec les connaissances scientifiques actuelles, et j'insiste sur le actuel parce que beaucoup d'avancées en termes de neurosciences et en termes de physique quantique et mécanique quantique nous permettent quand même de comprendre un peu mieux comment ces choses-là fonctionnent. Ne pas pouvoir expliquer complètement comment ça marche, oui, ça fait peur, et la question de qu'est-ce que je capte, est-ce que c'est bienfaisant, est-ce que c'est malfaisant, peut inhiber quand même pas mal de monde autour de tout ça. Alors parfois oui, ça peut faire peur, mais 9 fois sur 10, en tout cas de mon côté, ça ne me fait pas peur. Par contre, ça peut faire peur aux personnes autour de moi, mais j'ai envie de te dire que là, ça ouvre aussi à d'autres questions. Dans les mondes subtils, comme dans les mondes tangibles, il y a de tout. Il y a des gentilles personnes, il y a des mauvaises personnes, il y a des énergies qui sont porteuses, il y a des énergies qui sont involutives. En fait, le monde intangible est exactement structuré de la même manière que le monde tangible. Il y a de l'ombre et de la lumière des deux côtés. Après, qu'est-ce que nous cherchons à savoir et où est-ce que nous avons envie d'aller? Est-ce qu'on veut explorer les faces sombres du monde invisible? Bon, on y trouvera la même chose que ce qu'on explore dans les faces sombres du monde visible. Est-ce qu'on veut explorer les phases lumineuses et les endroits lumineux du monde invisible? À ce moment-là, on trouvera aussi toutes les belles choses que l'on trouve dans les faces lumineuses du monde visible. Les choses ne sont pas très très différentes. Ce sont juste... ça fonctionne de la même manière, même, j'ai envie de dire. C'est un autre accès de compréhension où on s'attache beaucoup plus à des formes symboliques et désincarner des choses. Mais tout ce que on peut trouver comme loi énergétique est d'un très grand secours pour aller aussi creuser d'une plus grande compréhension. Quand je prends mon exemple là de chèque en bois, je suis sur la question soulevée par le Kybalion de cause et conséquences. Si en conséquence je reçois un chèque en bois, je vais me mettre à analyser et à rechercher la cause. C'est une forme de grille de réflexion mentale qui m'accompagne tout le temps pour essayer de comprendre et d'être la plus fine possible dans cette expression-là, dans cette traduction de ma médiumnité. En conclusion de ce encore très long podcast, je te remercie si tu es venu jusqu'ici. C'est un souffle pour moi, la médiumnité. C'est un souffle qui imprègne toutes mes journées. C'est comme un Waze ou un bison futé qui m'indique les voies libres, les voies bouchées. C'est pas nécessairement des propositions de vérité toutes faites. Parfois, il y a une analyse symbolique qui est très importante à faire pour comprendre justement ces paroles invisibles ou inaudibles. Ça me demande quand même une certaine exigence vis-à-vis de moi-même, avec laquelle je suis complètement OK en fait. Parce que c'est un outil qui m'est vraiment indispensable aujourd'hui. Je ne saurais plus faire sans,
Et ça tombe bien parce qu'une fois que tu as ouvert le canal, il ne se referme jamais. J'entends parfois des gens qui disent « Ah oui, mais je captais beaucoup avant, mais maintenant je capte beaucoup moins ». La question de l'alignement personnel, du coup, ici se pose. Moi, si je capte pas, c'est la première question que je vais me poser, c'est où est mon alignement personnel ? Et quand je capte pas pour quelqu'un qui est en face de moi, je me demande où est le degré d'ouverture aussi de ce que je peux proposer. Bon, c'est un vaste sujet, peut-être que j'en reparlerai dans d'autres moments, dans d'autres temps. En tout cas, merci d'être venu jusqu'ici. Évidemment, je ne t'ai pas tout dit, je t'embrasse bien fort.